Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi de 19h à 19h15 avec mes consultants habituels qui se sont enfin remis de la défaite de La Rochelle, quoique Patrick Ramos est avec moi. Salut Patrick. Bonjour Benji. Ben Hughes également à mes côtés. Salut Ben. Good evening Benji, good evening Patrick. Hi Ben, avec mon anglais où je me regresse de jour en jour. Super. Et tu vas continuer à parler anglais Patrick parce qu'on va débuter avec un coup de gueule qui nous vient de loin. Il vient des États-Unis, il nous vient plus précisément du Strip à Las Vegas. Patrick, tu avais un coup de gueule à pousser dans cette émission concernant l'équipe de France. Et pour une fois, c'est pas un coup de gueule concernant l'équipe de France à 15, c'est un coup de gueule concernant l'équipe de France à 7. Ah oui, messieurs, l'équipe de France à 7 n'a pas brillé, je dirais pire que ça. Par contre, j'ai vu, avant de parler du négatif de l'équipe de France à 7, j'ai vu un tournoi extraordinaire et un match des États-Unis contre l'Afrique du Sud. Et les États-Unis donc ont gagné de nouveau le tournoi, bien sûr. C'était chez eux, mais ça fait rien. Ils ont généré un jeu extraordinaire. Je découvre complètement le rugby à 7 avec les États-Unis. C'est une nation qui monte en puissance et avec beaucoup de joueurs du cru. Par contre, notre équipe de France à 7, que fait Bernard Laporte? Je rappellerai à travers ce coup de gueule que le rugby à 7 est devenu un rugby olympique. La France à 7 a terminé dernier du tournoi à égalité avec le Japon. Et aujourd'hui, sur l'échiquier international dans le classement du rugby à 7, la France se retrouve 12e. C'est catastrophique. Que font les instances? Que fait le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, pour ne pas le nommer? Il a peut-être déjà assez de travail comme ça avec le 15 de France, avec l'équipe à 15, Ben, peut-être Bernard Laporte. C'est sûr, mais il faut dire que le jeu à 7... c'est un sport de spécialistes. Il faut des spécialistes. Et si tu n'en as pas, tu ne vas pas gagner. Ceci dit, on a des joueurs en France, des jeunes. Boudon, c'est un bon exemple qui a joué en équipe de France à 7. Pourquoi ne les laisser pas jouer, ces jeunes? C'est une très, très belle façon d'apprendre pour plus tard. Mais là, je dois dire que c'est un peu honteux. Je suis d'accord avec toi. Et on va parler du rugby à 15, mais Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, dans les titres aujourd'hui, ils disent l'équipe de France donc à 7 à Las Vegas a sombré complètement. Ben, tu connais le rugby international. Je rappellerai, on a l'exemple des îles Fidji. Les îles Fidji, leurs joueurs qui sont dans l'équipe nationale à 15 îles sont passés tous par le rugby à 7. Et tous ces joueurs fidjiens qui brillent en France ou aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, sont tous passés par le 7. Donc cette école de 7 reste une école extraordinaire pour faire briller le joueur. Et Ben, je te rejoins pleinement. Où sont nos Français? Et on va évidemment en reparler dans de prochaines émissions parce que c'est peut-être aussi une question de culture. Il faut qu'on arrive à avoir cette culture du rugby à 7 en France. On va parler du rugby à 15 parce qu'il y a pas mal de choses à dire, messieurs. Hier, on a débriefé le match du Stade Rochelais. On a été un petit peu inquiet par cette rencontre, mais il y avait pas mal de matchs intéressants lors de cette 18e journée de Top 14. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la large victoire de Clermont face à Grenoble. Victoire 52-17, l'ASM qui s'est baladé face au promu grenoblois avec évidemment le point de bonus. 7 essais marqués par les Jaunards, Ben, et contrairement à La Rochelle, le retour des internationaux a été très convaincant. Oui, très très belle équipe, ils ont très bien joué. Grenoble s'avère ne pas être une très grande équipe, je dois dire, pour cette saison. Mais ceci dit, Clermont est revenu encore une fois dans la saison, a fait un très grand match. Et comme tu dis, leurs joueurs internationaux, c'était bien de les avoir. Ils ont très très bien joué. Espérons que c'est de bon augure pour samedi prochain. Oui, on va espérer que les internationaux, dans tous les clubs d'ailleurs, gardent leur forme. Patrick, on est en train, on le disait régulièrement dans les émissions précédentes, d'assister peut-être au tournant du championnat, à un bloc de match qui va forcément révéler des informations importantes sur la suite. L'information importante, c'est qu'on a 2 locomotives actuellement dans le rugby français. Toulouse, dont on va parler un peu après, et puis Clermont, la machine des Jaunards est lancée. Les deux futurs demi-finalistes sont là, messieurs. Tu viens de le dire, Benji. Toulouse et Clermont ou Toulouse au niveau classement. Mais je te dirais actuellement, vu le match qu'on a vu hier, je dirais que Toulouse va terminer premier, donc premier du championnat. Donc ils seront en partance pour les demi-finales à Bordeaux cette année. Donc c'est-à-dire Toulouse et Clermont.
Déjà 9 points d'avance pour Clermont sur le troisième, en l'occurrence le Loup qui a 52 points. Et Toulouse, c'est quand même 15 points d'avance sur le troisième. Autant dire que les deux locomotives sont lancées à pleine vitesse. Une locomotive de la saison dernière qui est seulement un petit tchouk-tchouk cette année, c'est Montpellier. Montpellier quand même, Patrick, la semaine dernière, je m'en rappelle, tu avais parlé du bazar chez les Montpelliérains avec Verne Cotter menacé. On a parlé de la rumeur Garbajosa. Victoire 37-10 de Montpellier qui se refait la cerise face à l'UBB. Les Montpelliérains, Patrick, n'ont pas été forcément flamboyants, mais l'essentiel est là, 5 points avec la victoire bonifiée. Oui, puis je vous avais dit, il fallait qu'on soit supporter parce qu'il fallait à tout prix que Montpellier, pour Montpellier bien sûr, mais aussi pour le Stade Rochelais, parce qu'on va en parler après, bien sûr, tout est lié. Montpellier, il fallait absolument qu'ils gagnent pour eux, et ils arrangent bien la situation de La Rochelle en battant l'UBB, qui n'a marqué aucun point. J'en profite, avant de passer aux autres matchs, on a eu un dimanche, donc un samedi et dimanche, on va remercier Toulouse à travers le match au Stade français, où le Stade français n'a marqué aucun point. Donc peut-être que Toulouse va nous aider à rentrer dans les sixièmes, on va en parler. Et surtout, cette grande surprise pour certains, c'est pour moi ça ne l'est pas, la victoire de Castres à Lyon. Pareil, Lyon n'a marqué aucun point, ce qui nous permet de rester quand même encore La Rochelle, 4e. Alors, Castres, c'est une équipe jamais perdue. Ils ont un entraîneur, manager hors norme, Urios pour ne pas le nommer. Et moi, je l'aurais bien vu entraîneur futur de l'équipe de France. Mais M. Marty, le président de l'UBB, a su faire le marché avant, lui faisant un contrat de 4 ans avec une clause exclusive, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas prétendre à l'équipe de France pendant 4 ans. Et on l'a dit, cette défaite de l'UBB, ça permet à La Rochelle de garder un tout petit matelas. Il est fin ce matelas, mais il y a 2 points d'avance au classement sur le 5e Castres et 3 points sur l'UBB qui est 6e. Verne Cotter doit être soulagé quand même après cette victoire de Montpellier 37-10. Oui, je pense. Je voudrais quand même juste dire une petite chose sur le fait que nous, à La Rochelle, pour le moment, on a l'impression de devoir compter sur les résultats des autres matchs pour pouvoir rester un peu dans le groupe. Et je voulais aussi dire quelque chose sur Toulouse, parce que Toulouse... On va en parler tout à l'heure, évidemment. Tout à fait. Mais avec les jeunes qu'ils avaient, ils ont toujours gagné. Ils ont gagné de loin. Ça s'annonce très, très bien pour l'avenir. Et tu parlais de Urios à Castres. Je voulais aussi parler de Hugo Mola à Toulouse. Quel entraîneur! Énorme. Énorme. On rappelle tout ce qu'il a subi dans la presse, notamment après la succession de Guinoves, qui n'était pas facile à prendre. On va en parler en fin d'émission de Toulouse, parce que c'était le classico, évidemment, face au Stade français. Juste, Patrick, moi, je voulais te lancer, parce qu'on parle de Montpellier sur une petite info qui est revenue dans les médias cette semaine. C'est l'entraîneur de Montauban, Pierre-Philippe Lafont, qui en plus est né à Angoulême, donc tu vas pouvoir en parler. Sous contrat jusqu'en 2022. Lui aussi, à l'image de Xavier Garbajosa, il aurait été approché par le club de Montpellier. Alors, je voulais juste intervenir. Benji, on sent vraiment le professionnel de ta part. Je voulais juste intervenir pour dire que hier, Moël Altrad a signifié qu'il n'y aurait pas de grands changements dans l'organigramme du staff de Montpellier la saison prochaine. Alors, ça veut dire que toutes les rumeurs qu'on a entendues jusqu'à aujourd'hui, on a commencé par Xavier Garbajosa, et Benji, encore Pierre-Philippe Lafont, j'ai vu aussi comme toi. Alors, on ne sait pas. Lui, c'est pour entraîner les avants, pas pour être entraîneur principal, on le rappelle. D'accord, mais on ne sait pas. Alors, ce que Verne Cotter va rester, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il a Nathan Hines, le deuxième ligne écossais qui a fait la tournée des Lions avec lui. Alors, moi, je pense que si Verne Cotter reste, je ne sais pas, on ne sait plus. Mais ça va dans le sens de Moed Altrad qui voulait un peu franciser le staff, entre guillemets. D'accord. Oui, mais est-ce que Verne Cotter va accepter ça? Ah, ça, c'est that's the question, comme on dit chez Ben. Tu penses que Verne Cotter, il est capable de mettre de l'eau dans son vin, Ben? Ça m'étonnerait très, très fort. C'est quelqu'un de très fier. Je me souviens maintenant de la question que j'avais posée à John Gibbs la semaine dernière dans les conférences de presse, où j'avais posé la question sur la rumeur sur Xavier Garbajosa. Et il m'a dit, justement, c'est une rumeur. On verra bien. Des fois, les présidents aiment bien dire des choses pour faire terminer une rumeur. Je pense que tout dépend de la façon dans laquelle Montpellier termine leur saison. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et on parlait des présidents. On a 2-3 spécimens quand même dans le top 14. On pense à Mourad Boudjelal, à Moed Altrad dont on vient de parler. Moi, je voudrais qu'on parle maintenant, pour dérouler un petit peu le conducteur de cette émission, de Bernard Ponneau. Patrick en avait parlé, c'est le président, pour ceux qui ne le savent pas, de la section paloise. Il avait déclaré cette semaine, on fera avec les gens de caractère, les autres
Qu'ils partent en vacances à la pêche sur la Lune, je m'en fous complètement. Eh bien, il a été écouté, Patrick, parce que réaction de ses joueurs dans le derby face à Agen, victoire 27 à 17, comme quoi, de temps en temps, un président qui tape sur la table, ça peut aussi faire du bien. Oui, puis il faut rappeler quand même à tous nos auditeurs et aux personnes qui s'intéressent au rugby du top 14 et le rugby français que Bernard Penaud, c'est un des plus anciens présidents du top 14 avec Vincent Merlingue. C'est un président qui s'est beaucoup investi, qui a fait un recrutement double XL depuis plusieurs années. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, il faut le dire, il fallait qu'il pousse un coup de gueule parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Et l'investissement, joueurs, staff, etc., les résultats n'étaient pas au niveau escompté. Et il a ramené en plus Pau au centre du village. Du côté de la section, il y a vraiment un engouement qui est revenu. Il est allé chercher les partenaires par le col, Ben. Donc c'est aussi logique. De temps en temps, le président, il est là, c'est le patron. Il est là aussi pour rappeler les choses. C'est tout à fait vrai. Des fois, ça dans l'autre sens, et quelquefois une intervention de la part d'un président, ça peut faire le contraire de ce qu'il veut faire. Oui. Tandis que là, c'est pas vrai. Il a fait le nécessaire. Je pense que tout le monde a compris. Espérons que ça va continuer pour l'équipe de Pau. Juste pour conforter tes dires, Benji, le président Penaud s'est beaucoup rapproché de Total. Oui. Et Total injecte quasiment 4,5 millions d'euros chaque année. Alors donc là aussi, Bernard Penaud, il faut qu'il rende des comptes à Total parce que l'investissement, il faut qu'il y ait des résultats. Et sûr. Je rajouterai aussi bravo à Bernard Penaud, bravo à la section paloise. Pourquoi ? Car l'autre jour, pour le match des moins de 20 ans, le stade du Hameau était plein avec une ambiance extraordinaire, mais généré aussi par le comportement de notre équipe de moins de 20 ans. Non, mais il y a un vrai public de rugby et de connaisseurs à Pau, donc il y avait la pression. Bravo aux joueurs de la section paloise d'avoir relevé le défi et d'avoir répondu à la pression. Autre match, alors Patrick a teasé un petit peu sur cette rencontre, la victoire de Castres 23-15 sur la pelouse du Loup. Patrick en a parlé, Ben, c'était inattendu parce que le Loup, quand je regarde les stats, l'équipe de Pierre Ménioni était invaincue sur sa pelouse depuis pratiquement un an. Et là, Castres, les champions de France en titre, les Castrés sont venus casser les dents du Loup. Oui, c'est marrant parce que si tu regardes l'équipe de Castres, il n'y a pas vraiment de vedette. Il n'y a pas d'individu énormément fort. Par contre, ils ont trouvé cette équipe la façon de gagner comme équipe. Et je trouve ça formidable. Le rugby n'est pas nécessairement très attirant. Par contre, Lyon à la maison, c'est une équipe qui est très, très difficile à battre. Et là, ils l'ont fait. Félicitations à Castres. Ça s'annonce un peu comme l'année dernière, à la même époque. Ça fait peur. Et ça fait peur, comme tu dis. La star, c'est l'équipe, à Castres. Ben le disait. C'est à l'image d'Urios, la grande école d'humilité, une remise en cause perpétuelle, un discours qui passe toujours. C'est un grand plaisir pour moi d'écouter Urios avant, pendant et après les matchs. Alors, on va rapidement, comme toutes les semaines, malheureusement pour l'USAP, on va rapidement parler de Perpignan, défaite 11-24 à domicile. La seule chose à retirer de cette rencontre, c'est 10 matchs, 10 défaites pour Perpignan. Et puis le RCT, c'est la toute première victoire à l'extérieur de la saison. Quand on voit l'effectif de l'équipe de Mourad Boudjelal, c'est quand même étonnant d'attendre ce stade de la saison pour avoir la première victoire à l'extérieur. Et puis on va garder quand même la fin d'émission pour parler du Classico, du rugby français. Quelle prestation encore, Patrick, du Stade Toulousain, 28-9 sur la pelouse du club parisien. Record en top 14, 12e match en défaite pour Toulouse qui n'a plus perdu, Patrick, en championnat depuis le 29 septembre. Et Ben en parlait, il y avait encore un quart de l'équipe qui était composé de jeunes joueurs. C'est impressionnant ce que fait Hugo Mola. Alors moi j'avais quelques doutes à un moment donné. Hier j'ai vu un match extraordinaire. Je n'ai pas reconnu le Stade français qui, rappelons-le, la semaine dernière, pour la première fois de la saison, est venu gagner à La Rochelle. Là aussi, on est dans les premières fois. La Rochelle a perdu la semaine dernière. Le Lyon a perdu ce week-end chez eux. Et Toulon est allé gagner la première fois, engranger des points à l'extérieur. Donc, vous voyez, en 2 week-ends, les choses nouvelles. Donc, le Stade Toulousain, messieurs, j'ai vu une équipe au-dessus de tout. Je rappelle que le Stade Toulousain, hier, avait 15 absents. Entre les blessés et les 6 pris par l'équipe de France, et pas des moindres, hein, on vous rappellera les noms, vous les connaissez. Moi, j'ai vu le Stade Toulousain au niveau des Rocks, au-dessus de tout le monde. Ils ont un jeu extraordinaire. Ils ont fait rentrer ces jeunes dans des moins de 20 ans à l'image de Lebel. Bon, mais ça aussi, on retrouve ce phénomène à Pau. Le jeune Pinto qui avait marqué l'autre jour des essais de moins de 20 ans, il a joué avec Pau. Il a marqué un essai extraordinaire contre Agen. Et on le voit partout. Le frère de Marchand, le talonneur, gravement blessé au genou.
Guillaume, international qui a moins de 20 ans. Lucas Tauzin aussi. Tauzin. On a eu l'impression, Benji, que cette équipe de Stade Toulousain, si tu fais rentrer le chauffeur du car ou le porteur de maillot au 15e homme, ça ne change pas la physionomie et le comportement de cette équipe sur le terrain. Quelle équipe, hein, Ben, cette équipe du Stade Toulousain? C'est une machine. Quand il y a des problèmes, ça change de vitesse et ça y va. C'est incroyable de regarder cette équipe. J'adore regarder cette équipe. Ça s'annonce très, très difficile pour les autres équipes vers la fin de cette saison. Et on espère qu'ils vont nous régaler tout au long de la saison, même si, évidemment, on reste supporter avant toute chose de La Rochelle. Et demain, messieurs, comme tous les mercredis, c'est rugby amateur sur NAR Radio. On va recevoir l'équipe dirigeante du rugby club de Pulboro, les Bleus et Noirs de Pulboro à l'honneur demain. Merci, messieurs. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Bonne soirée, Benji. NAR Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.